Hi there! Un petit sondage sur mon compte a mené à la création de cette vidéo Instagram que je t'invite à rejoindre par le biais de cette vidéo. Voilà, abonne-toi. Je vais donc vous raconter deux histoires réelles, inexplicables et super creepy. Je fais des vidéos creepy, de true crime et de paranormal, ainsi que des vidéos d'apprentissage de l'anglais, donc je t'invite à me soutenir et à t'abonner à ma chaîne et à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et n'oublie pas de liker, évidemment c'est très important. Générique. La première histoire m'a vraiment hérissé tous les poils du corps. Vous connaissez ma remarque, mais là, c'est vraiment le cas. Et c'est toujours le cas. C'est quelqu'un qui raconte une histoire à propos de son père. Donc son père, lorsqu'il était enfant, habitait dans un milieu rural avec ses frères et sœurs. Ils étaient 5 dans la famille et c'était le plus jeune. Donc il raconte que son père était à peine à l'école élémentaire alors que ses frères et sœurs étaient quant à eux à middle school, donc c'est le collège, et high school, c'est le lycée, donc c'était le petit dernier, le petit Benjamin de la famille. Et il raconte que pour aller à l'école, il devait faire au moins half a mile pour arriver à un arrêt de bus. Vous savez que dans les coins ruraux, il n'y a pas beaucoup d'arrêts de bus, et un mile, ça fait environ 1,6 km, donc la moitié d'un mile, ça équivalait à 800 000 mètres. Donc voilà, un peu moins d'un kilomètre. Donc c'était quand même une trotte. Et il dit que justement, vu que c'était le plus jeune de la fratrie, chacun descendait à des arrêts différents. Et chacun avait des horaires différents. Donc il arrivait qu'ils soient seuls. Leur mère était une mère célibataire qui travaillait en tant qu'infirmière. Donc qui dit infirmier dit n'est pas toujours à la maison. Et c'est très important pour notre histoire. Elle pouvait pas toujours le déposer, donc il se retrouvait seul, mais il dit que il avait des oncles et des tantes aimants qui s'occupaient de lui. Il n'y avait pas beaucoup de problèmes dans le milieu où il habitait, à part certains adolescents qui faisaient des virées comme ça, avec des tracteurs, mais sinon il n'y avait rien d'inhabituel qui arrivait dans son compte. Sauf qu'un jour, évidemment, il fallait qu'un jour arrive, un jour malheureux, un jour étrange où il vit un camion qui se rapprochait de lui, voilà, alors qu'il rentrait tranquillement de l'école, et en fait le camion traversait le territoire de sa famille. Et il raconte que sa famille laissait parfois des locaux traverser leurs champs, donc il n'a pas été surpris au tout début, il n'a pas été alarmé, rien de bien alarmant. Sauf que jusqu'à un certain point où il vit que ce camion se gare en fait, et là il regarde à l'intérieur de la voiture et il voit un homme vieux, l'air bourru, les yeux exorbités, en train de le regarder. Il dit que son regard était troublant comme celui d'un requin qui cherchait sa proie, donc pas vraiment rassurant comme portrait. Et là il lui demande avec sa voix enfantine: monsieur, que faites-vous sur notre terrain en fait? Qu'est-ce que vous faites sur notre ferme? Et l'homme à ce moment-là sort de sa voiture à sa grande surprise et lui dit que en fait ses parents avaient fait un accident de voiture et qu'il fallait qu'il vienne avec lui. Alors là il y a un gros problème, vous allez me dire, si vous avez suivi depuis le début, sa mère était une mère célibataire et elle était divorcée, donc, et son père n'habitait pas du tout la porte à côté mais à 2 états de là, donc les probabilités étaient minces, vraiment, pour qu'ils se retrouvent dans le même état et qu'en plus, ils se retrouvent dans la même voiture et qu'en plus de ça, il ait un accident avec sa mère. Donc c'est totalement infondé. Donc là, il y a une alarme qui se met en marche dans la tête du petit garçon qui était le père de celui qui raconte l'histoire. Il se dit non, c'est pas normal. Donc il réfléchit très vite et il lui pose une question. Il a la bonne idée et l'intelligence de lui poser cette question. Est-ce que vous êtes déjà passé prendre Ricky?
Est-ce que vous l'avez emmené à l'hôpital? Et l'homme répond oui, oui, j'ai été le chercher à l'école et il est allé directement à l'hôpital. Sauf que là, le père a été très malin. Il n'avait aucun frère qui s'appelait Ricky. À ce moment-là, ses doutes ont été confirmés. Il se met à courir vers sa maison, mais vraiment le plus vite qu'il peut. Il voit que le mec commence à courir derrière lui. Et lui, il est haletant, mais il court et il entend le mec qui lui hurle derrière de revenir. Évidemment, à ce moment-là, il ne va pas du tout faire demi-tour. Il arrive, il traverse la forêt qui était juste à côté de la route en face de chez lui. Et il arrive haletant, juste devant sa maison, sur le chemin qui menait à sa maison. Et il voit que sur le perron se trouve son oncle Buck. Il faut savoir que son oncle Buck est quelqu'un d'extrêmement imposant. C'est quelqu'un qui a l'alcool très facile, qui se met très facilement en colère, qui fume le cigare et qui est un biker. Est-ce que vous voyez le genre? Et qu'en plus, il adore les armes. Il a une arme près de lui, oui, bienvenue aux États-Unis, et il est en train de la nettoyer, de la sticker. Donc vous voyez le genre de mec avec qui vous n'avez pas du tout envie de vous embrouiller. Et il commence à hurler à son oncle, oui, y a quelqu'un qui a voulu me faire rentrer dans sa voiture, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Et il rentre chez lui, il voit que sa mère n'est pas du tout là, donc il est seul avec son oncle. Heureusement que son oncle était là. Et l'oncle commence à prendre son fusil et à parler, à hurler au gars. Donc au moment où il lui a dit qu'il y avait un gars qui voulait le faire rentrer dans la voiture, il n'a absolument rien répondu. Mais quand il est rentré dans la maison, il commence à hurler au gars des choses qu'il n'a pas compris. Et il a compris que l'homme s'était enfui. Après un moment, donc ça lui a pris un moment pour reprendre ses esprits. On le comprend parce que c'est assez horrible comme situation. Il sort, il cherche son oncle et ne le trouve nulle part. Le soir, lorsque sa mère rentre, elle lui raconte l'histoire et elle voit que sa mère devient plus blanche qu'un linge et ne comprend pas. Bien sûr, c'est une histoire bouleversante, mais elle lui demande, mais t'es sûr que c'était l'oncle Buck? Elle lui dit, mais c'est absolument sûr. Et en plus, il avait même sa veste qu'on lui avait offert, sa veste de biker là qu'on lui avait offert à son anniversaire. Et là, elle devient encore plus blanche, mais elle se tait. Donc il se dit, bon, bah, c'est bizarre, mais voilà, elle reste muette pendant des heures. Quelques heures plus tard, à l'heure du dîner, elle lui dit que l'oncle Buck était en fait décédé dans un accident de moto il y avait quelques semaines et elle lui avait dit qu'il était parti en vacances. Donc c'était impossible en fait de le voir. Il était en fait décédé et il l'avait enterré dans cette veste de biker dont il avait parlé. Et ce pistolet, ce fusil dont il avait parlé, était censé être dans la cave, dans une valise fermée à clé. Et à sa mort, en fait, il n'avait pas retrouvé la clé. Impossible de retrouver la clé. En allant à la cave, la femme se rend compte que la valise a été ouverte et qu'il n'y avait plus de fusil à l'intérieur. Impossible de mettre la main dessus. Jusqu'à maintenant, le père de celui qui raconte l'histoire ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas du tout si c'est un phénomène paranormal. Il ne sait pas du tout s'il y a une explication rationnelle. Mais toujours est-il que si l'oncle Buck n'était pas apparu ce jour-là avec le fusil, il ne serait même pas né, vu que le père n'aurait pas survécu, sûrement, face à cet homme qui n'était autre qu'un psychopathe mal intentionné. La seconde histoire a été publiée dans un journal médical, donc c'est l'histoire d'une femme. Cette histoire a été copiée du site BMJ. Donc on raconte l'histoire d'une femme qui a appelé AB, donc c'est des initiales, dans le journal. Donc c'est une femme qui vit en Angleterre depuis les années 60 et qui était une femme au foyer quand les événements décrits ont démarré. Donc ça se passait en 1984. AB était en train de lire, voilà, assise chez elle, lorsqu'elle a entendu une voix dans sa tête. La voix lui a dit « S'il te plaît, n'aie pas peur. Je sais que ça doit être choquant pour toi de m'entendre parler comme ça, mais c'est le moyen le plus simple auquel j'ai pensé. Mon ami et moi travaillaient à l'hôpital des enfants, à Great Ormond Street, et nous voulons t'aider. » La réponse de AB à cette voix est celle que vous pouvez imaginer, que tout le monde a pu imaginer, c'est d'ignorer cette voix.
tout simplement. Elle était effrayée de ce qui se passait et donc elle a essayé d'ignorer le message. Mais la voix a essayé de la rassurer en lui donnant plus d'informations sur cet hôpital auquel elle devait absolument se rendre. Elle était convaincue que ça y est, elle devenait folle. Donc du coup, elle a consulté le docteur de la famille qui l'a renvoyé vers un psychiatre qui s'appelait le docteur Azuonier. Après un examen qui n'a montré aucune explication médicale sur ce que Abby venait d'entendre, il l'a diagnostiqué avec une psychose hallucinatoire fonctionnelle. Donc voilà, elle avait eu des hallucinations. Elle a fait une thérapie, conseils, etc. Et elle a commencé à prendre des médicaments. Donc c'est de la thioridazine. Et les voix ont disparu après quelques semaines, 2 semaines. Malheureusement, après quelques semaines, les voix sont revenues. Et elles étaient encore plus précises. Elles l'ont dirigée vers un hôpital, vers Londres. Et les voix l'ont alors informé qu'elle avait une tumeur dans son cerveau et qu'elle avait besoin d'un scanner et d'un bon diagnostic. Et les voix lui disaient même la localisation approximative de cette tumeur. Donc ça allait jusque là, c'était pas juste des voix, voilà, on peut s'imaginer que c'était pas précis, mais c'était précis. Mais le docteur Azuonier n'a rien trouvé en fait, pas de preuve d'une quelconque trace de cette tumeur, malgré les voix qui continuaient. Abby stressait assez pour qu'un scanner soit fait. Ça a pris beaucoup de négociations parce que c'est une procédure très très chère. Oui, on se trouve en Angleterre, donc c'est pas gratuit. Il y avait un manque de justification, à part ces voix-là, mais c'est pas une justification médicale assez que pour faire un scanner. Et en faisant ce scanner très cher, ça a révélé une tumeur, exactement à l'endroit où les voix la visite. L'opération a été menée en mai 1984. Ça a été immédiat avec l'agrément des voix dans le cerveau justement de Abby. Et d'après Abby, elle a pour une dernière fois entendu les voix lorsqu'elle a repris conscience après l'opération. Et les voix ont dit « On est heureux de t'avoir aidé. Au revoir ». Il n'y a pas eu de problèmes post-chirurgicaux, même si elle était sous médicaments pendant 6 mois par précaution. Le traitement psychiatrique a été évidemment interrompu. Cette histoire a été entendue pour la première fois par la personne qui l'a postée sur Reddit dans un programme de John Brandon. Cette histoire était folle. Je trouve que ces 2 histoires étaient vraiment intéressantes et folles à la fois. Dites-moi si vous avez une quelconque explication à ça, comment vous avez ressenti ces histoires. J'adore lire les commentaires, donc dites-moi toutes vos théories. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, c'est très important, très important. Et rejoignez-moi sur Instagram, c'est aussi important pour être tenu au courant de toutes les nouvelles et des nouvelles vidéos qui arrivent. And remember, n'oubliez pas, you rock.